Et bonsoir à tous. 3 minutes, c'était promis, on va pas aller un peu plus loin parce qu'on va passer une petite heure et demie ensemble pour parler d'e-sport et plus précisément de la place des pro gamers en France. Donc il va y avoir un petit volet retour d'expérience tout d'abord avec mon premier invité. Alors tu vas me dire si je prononce bien ton nom parce que c'est vrai que je t'ai même pas posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'est Pierre Pégol ? C'est oui. accent aigu qui n'apparaît pas, c'est ça ? Exactement. Ok, ça. Cool. Donc, tu es coach FIFA pour une team, Atlantid Wave. Et il y aura aussi également Pierre Fargeau, un autre Pierre aussi, qui est juriste au C2S, mais qui a aussi un passif dans le sport conventionnel. Parce que... Passif ou passé, hein. Oui, un passif, mais par le passé, en tout cas, voilà, tu as été aussi dans le staff du Limoges CSP, donc club de basket que normalement tout le monde connaît ici. Et donc, il y a aussi de la science dans l'e-sport. Et puis, on va parler surtout, donc avec Pierre, comme je disais, de cadre juridique de l'e-sport, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. C'est voilà, un phénomène qui prend de l'ampleur déjà depuis des années sur les scènes nord-américaines et asiatiques. Et en France, voilà, avec l'avènement notamment du streaming via Twitch, eh bien, ça prend de plus en plus de place. Et donc, il y a pas mal de questions et d'enjeux autour du droit. Comment ça se passe aujourd'hui ? Quelles sont les potentielles évolutions ? Exactement ça. Et donc, j'imagine que toi aussi, en tant que juriste, au C2S, vous commencez peut-être un petit peu à vous intéresser à ces questions d'e-sport. Quel est le niveau voilà, d'intérêt, on va dire, ou d'études à ce sujet-là aujourd'hui ? Assez tôt, le C2S s'est intéressé à cette question-là. Dès 2018, il y a eu un numéro spécial dans une revue qui est éditée par le C2S qui s'appelle Jurisport, qui a été consacré à l'e-sport et à toute la potentialité qu'il peut y avoir, mais également tous les problèmes qui étaient posés par cette discipline qui arrive. Donc des questions que l'on va soulever aujourd'hui. Mais c'est un sujet dont on discute souvent et que l'on essaie aussi de confronter à nos clients et à nos partenaires pour savoir, eux, quelle est leur position. Ça marche. Comme première question, un petit peu marronnier finalement que j'ai envie de te poser, c'est comment ça s'est passé, toi, ta première rencontre, avant de parler de l'e-sport, mais déjà ta première rencontre avec le jeu vidéo en fait. Enfin, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce petit cheminement-là ? Alors, ça vient de mon papa qui m'a offert une console de jeu à, je sais pas, on va dire 8 ans, je dirais. 7-8 ans. Et après, j'ai jamais vraiment décroché, honnêtement. Ça a toujours été une de mes passions premières. Le premier jeu auquel j'ai joué, ça doit être FIFA 2003. Donc, rigolo. Ok, donc aujourd'hui, je le disais, tu es coach FIFA dans une team e-sport qui s'appelle Atlantid Wave. Toi, comment tu as commencé en fait dans l'e-sport en fait ? J'imagine que vu que c'est un phénomène qui a été très empirique, très do-it-yourself, l'e-sport, tu as commencé en tant que bénévole dans des assos. Comment ça s'est fait ? Oui, c'est ça, j'ai commencé dans une asso. En fait, j'ai participé à des tournois, d'abord à Limoges, puis ensuite dans ce qu'on appelle des LAN, donc des tournois nationaux qui sont organisés dans différentes villes. C'était sur quelles années à peu près, ça, pour nous resituer ? C'était en 2017 que j'ai commencé. Donc en 2017, j'ai été par exemple à Poitiers, à la Gamer Assembly, l'Orléans Game Show, la Paris Games Week en 2019, il me semble. Et toutes ces expériences m'ont montré que l'e-sport avait un avenir. Et ça a été aussi ma première expérience. C'est la première fois que j'ai encadré des personnes. Comment ça se passe en fait ? Vous avez des plannings, y a un agenda quotidien, une redondance, ou au contraire c'est un peu au fil de l'eau entre guillemets ? On va dire qu'il y a deux périodes. Il y a les périodes où on n'a pas de compétition, des périodes un petit peu de pause. Donc pendant ces périodes, les joueurs sont assez libres. Je leur demande juste de s'entraîner assez régulièrement pour garder l'aspect mécanique. Après, dans un deuxième temps, pour parler un petit peu plus du contenu de ce qui se passe pendant ces préparations, souvent je segmente. La première chose qui se passe, c'est qu'on va étudier ce qu'on appelle la méta dans un jeu. Donc pour vous expliquer, la méta en fait, c'est simplement ce qui marche le mieux dans le jeu. C'est-à-dire que je vais vulgariser, mais si par exemple faire des chandelles à l'autre bout du terrain, c'est ce qui marche le mieux, je vais demander à mes joueurs de le maîtriser à la perfection. Tu sais pas à quelle heure ils se couchent aussi, parce que généralement dans le gaming, on a plutôt des oiseaux de nuit, quoi. Alors moi c'est un de mes combats. Mes joueurs, ils savent que je vais être disponible de 9h à 22h, mais de 22h à 9h, je dors. Donc
Et eux, ils font ce qu'ils veulent. Je vais pas, malheureusement, je peux pas changer leurs mauvaises habitudes, puisque je suis pas. On n'en est pas encore à un point où le coach et son staff et le chef, j'ai envie de dire. Ce lien de subordination, il n'existe pas encore. Mais en tout cas, j'essaie de les sensibiliser à ça. Et je sais que dans d'autres jeux plus développés, par contre, ça se fait énormément. Nutritionniste, préparation mentale, préparation physique, heure de sommeil obligatoire. Je sais même qu'il y a des équipes qui ferment les locaux à une certaine heure et les joueurs n'ont plus le droit, n'y ont plus accès. Ouais. Dernière question, j'en ai parlé un petit peu en parlant de cash prize, donc qui est le prix que peut avoir le gagnant ou des prix dégressifs selon les classements. Est-ce que c'est la seule partie de l'équation qui permet d'avoir un modèle économique pour des clubs ou des joueurs d'ailleurs, ou est-ce qu'il y a d'autres choses en fait qui permettent de faire tourner la machine en fait? Il faut développer le merch, il faut trouver des sponsors et voilà, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Ouais, donc c'est principalement ça, c'est uniquement privé pour l'instant aujourd'hui. Il n'y a pas comme pour le sport conventionnel où tu as des institutions qui peuvent accompagner aussi financièrement. Non, mais c'est le désir de la LFP. C'est pour ça qu'il y a un cahier des charges. C'est parce que la LFP, au même titre que par exemple un contrat de droit TV dans un sport, la LFP maintenant fait une dotation au club qui est partagée entre les clubs de centaines de milliers d'euros. Et ça permet au club du coup d'avoir de l'argent pour s'organiser, pour payer les joueurs, pour payer la communication, etc. Ça me permet de faire une transition parfaite avec toi, Pierre, pour parler non pas que de ça, évidemment. On va faire d'abord une genèse, aussi une projection sur le cadre juridique de l'e-sport. Forcément, ça, je suis désolé de casser un peu le rêve des jeunes qui sont dans la salle. Il y a la question de droit du travail. Donc quand j'entends travailler la nuit, travailler toute la journée, s'entraîner, ça interroge énormément. Donc, avant de s'intéresser à l'aspect purement réglementaire, et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les acteurs du milieu. Donc, on voit les différents acteurs. La répartition, elle est plutôt équitable au niveau du chiffre d'affaires, mais on voit qu'on a des grandes familles qui se dégagent avec les équipes professionnelles, les producteurs et diffuseurs, les organisateurs de compétition et puis les acteurs multimaillons qui sont en fait des acteurs qui recoupent une, deux ou trois de ces disciplines. La réalité des chiffres, donc toi tu as peut-être aussi une idée par rapport à ça, mais à mon avis la réalité des chiffres c'est que c'est beaucoup plus important le nombre de personnes qui gravitent autour de la sphère e-sport. Mais on voit quand même que le sport aujourd'hui c'est un marché qui est hyper important, notamment en France. Et alors il faut quand même aussi le replacer dans le contexte mondial. Alors là, je suis sorti du chiffre d'affaires du sport. J'ai plutôt pris le football, qui est assez représentatif en tant que premier sport mondial. Donc 400 milliards de dollars générés par le foot dans le monde. Le jeu vidéo, c'est comme 300 milliards, ce qui est assez colossal. Et l'e-sport, qui est à 1,3 milliard. Pour remettre un peu de contexte, le marché du jeu vidéo, il fait autant de chiffre d'affaires que le cinéma et la musique cumulés. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez big. Tout, si on ajoute cet aspect-là, même si le marché est hyper fluctuant, il y a eu une bulle qui est montée, elle est en train d'exploser, mais ça va revenir. Donc c'est très très fluctuant, mais il n'empêche que tout ce chiffre qui est généré par le milieu du jeu vidéo et plus particulièrement le milieu de l'e-sport, ça laisse un potentiel économique assez exponentiel. Alors si on s'attaque maintenant à la question purement plus juridique, réglementaire, de savoir ce qu'est un sport au regard du droit, on a une définition qui a été posée par les décisions de justice au fur et à mesure des différentes décisions qui ont été rendues. Et on sait qu'il y a 3 conditions qui sont exigées pour pouvoir considérer un sport comme un sport à part entière et donc pouvoir accéder à la fédération, aux fédérations internationales et à la reconnaissance par le comité olympique. Tout d'abord, c'est la règle sportive. Il faut une règle sportive qui régule la compétition. Alors Pierre l'a dit tout à l'heure, dans le jeu vidéo, il y a une règle sportive qui est définie par l'éditeur, qui va fixer des règles précises, mais il existe une règle sportive. Donc on peut considérer que cette condition, elle est remplie. Ce qui va poser difficulté, c'est que cette règle sportive, elle est évolutive. Le deuxième critère, c'est la performance sportive, la recherche
d'une performance. Et ce qui inclut nécessairement l'organisation de compétitions. Et le dernier point, c'est il faut que ça soit une discipline donc physique, vraiment physique au sens générer un mouvement. Alors, ce sont les ministères, c'est le ministère des Sports qui tranche, qui décide de savoir s'il donne un agrément. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que l'e-sport, justement, est reconnu comme une discipline sportive? Alors, j'ai un peu déjà dévoilé ce qu'il en était. En France, le Comité national olympique n'a pas affilié l'e-sport, en tout cas les disciplines sportives, et le ministère n'a donné ni agrément, ni délégation. Puis, j'aurais presque envie d'aller plus loin aussi. Moi, j'ai vu que, en effet, l'e-sport est plus sous le giron du ministère du numérique et pas le ministère du sport. Et moi, j'ai trouvé ça assez incroyable, quoi. C'est ça. Alors, c'est non seulement du numérique, mais aussi de l'entreprise et de l'économie. Et l'approche française, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, et on le voit dans une réponse parlementaire qui a été faite, une question qui avait été posée au ministre des Sports en 2018, la réponse, c'est de dire aujourd'hui, il y a un potentiel économique. C'est vrai que ça ressemble à du sport, mais c'est pas du sport. On a une loi de 2016 qui s'est intéressé à la question de l'e-sport. Avant, c'était la jungle. C'est-à-dire que la pratique se développait. Et en 2016, le législateur se dit, il y a un truc. L'e-sport, on en parle de plus en plus. Il y a une économie derrière, donc on va essayer de faire quelque chose. En gros, on a 2 dispositifs qui en sont sortis. C'est la création d'un statut de l'e-sportif professionnel, donc la reconnaissance du joueur sportif professionnel, et la reconnaissance aussi des compétitions de jeux vidéo. Parce qu'il faut savoir qu'avant, organiser une compétition de jeux vidéo, c'était interdit. C'était considéré comme des jeux de hasard. Comme la loterie, les tombolas. C'est pas un peu injuste, justement, de considérer... Alors, bon, c'est une question, je pense, on s'attend tous à la réponse, que ce soit considéré comme jeu de hasard, parce que justement, il n'y a pas forcément de hasard. S'il y a des compétitions, s'il y a de l'entraînement, s'il y a des e-sportifs, c'est forcément, oui, que les performances sont justifiées par rapport aux entraînements. Donc, j'imagine que tu trouves ça aberrant, quoi, en termes juridiques. Honnêtement, c'est surtout ce point, moi, que je trouve aberrant actuellement. C'est ce que je disais en off. On prend n'importe quel joueur professionnel de FIFA, on l'assoit ici et vous jouez contre lui. Vous prendrez 10-0 chacun votre tour. C'est pas du hasard. Il n'y a plus de hasard, en fait. On est tellement dans une gestion de détail, on est tellement... on a tellement poussé le curseur haut sur la maîtrise du jeu, sur la maîtrise de la manette et de tout ce qui se passe, qu'il y a très, 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 très peu de hasard. Alors, le joueur professionnel, ce qui peut intéresser donc, quelques personnes dans la salle, ce qu'est un joueur professionnel aujourd'hui, c'est la personne qui est rémunérée pour participer à des compétitions de jeux vidéo et qui a un lien de subordination juridique avec une association ou une société. Donc, lien de subordination, ça veut dire quoi? Lien de subordination, ça veut dire qu'il est salarié. Et qu'il est salarié, et donc qu'il peut bénéficier de la protection du droit du travail, puisqu'il y a ce lien de subordination. Ça veut dire aussi, dans le côté employeur, que l'employeur a un pouvoir de discipline sur le joueur, en tout cas sur l'e-gamer professionnel. Et dans cette définition, il y a 2 points importants qui ressortent. C'est la loi a voulu donner un statut aux joueurs professionnels et elle veut aussi contrôler les acteurs du e-sport. On le voit parce que ce statut n'est donné qu'aux sociétés ou associations qui bénéficient d'un agrément du ministère chargé du numérique. Il y en a combien? Il y en a 5-6, je crois. Oui, c'est ça. J'ai lu ça. 3 montres. Oui, c'est quelque chose comme ça. Mais pour le coup, si je peux rebondir sur ça, actuellement, c'est un échec. Ouais. J'allais te faire rebondir sur ça. C'est quoi la réalité aujourd'hui? La réalité, c'est que je pense que 95% des gens qui sont employés par des clubs ou des structures, que ce soit dans le staff ou des joueurs, ont des contrats de prestation, donc on n'est pas du tout salarié. Donc on subit, entre guillemets, un lien de subordination alors qu'on est en prestation de service, donc de société à société, donc c'est un non-sens juridique. On passe complètement à côté. Aujourd'hui, ils ne sont pas protégés et on se retrouve avec des pratiques qui sortent complètement du cadre classique de la protection du droit du travail et donc qui posent des difficultés concrètes pour les acteurs parce qu'il y a des risques d'abus. Et alors maintenant, c'est la question de l'avenir parce qu'on voit qu'il y a eu des initiatives
que la loi de 2016, il y a un peu des effets d'annonce, mais derrière qui sont assez peu suivis des faits. La réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, le e-sport n'est pas un sport, n'est pas reconnu en tant que tel, donc ne bénéficie pas des aides, ou en tout cas de l'écosystème sport. La question qui peut se poser aussi, et peut-être en ouverture, c'est finalement, est-ce qu'il en a vraiment besoin, l'e-sport ? Est-ce qu'il a besoin de cette reconnaissance ? Est-ce qu'il ne peut pas fonctionner indépendamment du système du sport ? Est-ce que ce ne sont pas deux systèmes qui sont parallèles et qui vont se croiser sur certaines disciplines comme FIFA, comme NBA 2K, comme le e-cycling, mais finalement, sur d'autres disciplines, c'est trop éloigné. Il n'empêche que pour l'e-sport, en France, indépendamment de la question du sport, il y a un certain nombre de régulations qui se posent et de savoir comment on peut faire évoluer, parce qu'on le voit, il y a un besoin aujourd'hui de poser des règles, soit d'en créer, soit de poser des règles existantes. La scène FIFA, comment elle risque d'évoluer avec le fait que l'accord entre la FIFA et EA Sport va arriver à son terme et que FIFA ne peut pas le renouveler ? En fait, ce qui se passe, c'est que EA, et je suis complètement de leur côté, alors qu'il y a plein de choses avec lesquelles je suis vraiment pas d'accord, mais celle-là, je suis d'accord. En fait, la FIFA est un frein pour le développement de l'e-sport FIFA actuellement, parce qu'elle pose des cahiers de charges monstrueux, des obligations de calendrier. Il faut savoir actuellement que la FIFA, par péché d'orgueil, n'autorise pas le cash prize total des compétitions EA ne doit pas dépasser le cash prize que la FIFA donne sur sa compétition. Et donc forcément, c'est un frein en fait à toute l'économie, à toute notre économie à nous. C'est une question par rapport, là vous avez parlé du poids économique, c'est assez réluisant. Donc une première question pour Pedro par rapport à la fréquence de renouvellement des consoles, lorsqu'on considère l'ensemble de ce qu'on utilise pour la fabrication de ces consoles. Et une question pour notre ami juriste sur est-ce que la loi prévoit, par exemple avec la loi Pacte récemment, est-ce que dans cette loi il y a une limitation du taux d'émission de CO2 de ces entreprises et de ces associations qui embauchent ces jeunes pour travailler en tant que e-sportifs? J'ai toujours eu la même PS4. Je sais que la plupart de mes joueurs aussi. Honnêtement, on n'a aucune problématique sur le changement de matériel actuellement. Je pense par contre que la question se pose sur des jeux sur PC, puisque c'est des jeux qui vont demander souvent de bonnes machines. Et là, pour le coup, on a une vraie obsolescence programmée. Alors que sur un jeu de console, à part si la console a un problème technique, et jusque-là, je n'ai pas forcément constaté, contrairement par exemple à un smartphone, de problématiques d'obsolescence programmée. Et par rapport à la législation, non. Forcément, compte tenu du peu de structuration du secteur en France, il n'y a pas de règles adaptées, spécifiques au développement du e-sport qui sont liées aux questions environnementales. En revanche, la problématique environnementale, elle est nécessairement prise en considération par la loi française pour toutes les sociétés et notamment les grosses sociétés qui ont des politiques RSE, qui doivent se conformer à un certain nombre de règles environnementales. Ce qui est à noter, c'est que depuis très récemment, il y a une nouvelle loi qui impose un contrat d'engagement républicain pour les associations qui souhaiteraient toucher des subventions publiques. Et dans ce contrat d'engagement républicain, il faut prendre un certain nombre d'engagements, des valeurs républicaines, parmi notamment un développement durable et respect des normes environnementales. Et la question que je me pose, c'est par rapport aux enfants acteurs, qui, eux, j'imagine, ne jouent pas bénévolement. Donc, comment c'est géré, eux, au niveau du code du travail, étant donné que les mineurs dans d'autres professions ne sont, entre guillemets, pas payables? C'est une législation à part, puisque ce sont des cachets d'artistes. Donc là, ils sont payés en droit d'auteur, et ce sont les parents qui ont la gestion du patrimoine jusqu'à la majorité de l'enfant, sauf s'il a été émancipé à 16 ans. Donc là, on est sur des règles qui sont spécifiques au monde artistique.
Ce qui n'est pas applicable aujourd'hui dans le cadre des jeux vidéo et de l'e-sport. Allez, on enchaîne avec un peu de culture G pour briller en société pendant l'apéro. Aussi, petite question sur l'e-sport de manière totalement aléatoire. On peut passer le petit PowerPoint. Donc, première question. En quelle année a eu lieu la toute première compétition e-sport répertoriée dans le monde d'après vous? Eh bien, sachez que, et c'est plus vieux que ça date de 1972. Alors, je vais ajouter un peu de contexte forcément. Il s'agissait d'une compétition qui se nommait Intergalactic Space War, du jeu éponyme, avec 24 joueurs. Et en fait, pourquoi on considère ça comme la première compétition e-sport? Parce qu'elle a été organisée dans un lieu physique, plus précisément à l'université d'Oxford. Et donc c'était un tournoi interne à l'université. Et la deuxième question, on peut enchaîner. Quel a été le cash prize proposé? C'était en effet un abonnement de magazine, et plus précisément un abonnement d'1 an au magazine Rolling Stone. Merci pour le son. Sinon, ah oui, j'ai oublié par rapport à la question 1, pardon, excusez-moi, mais la première compétition e-sport à échelle nationale, elle a eu lieu en 1980 aux États-Unis, avec des gens qui sont 10 000 joueurs qui se sont déplacés pour une compétition de Space Invaders. Voilà. Quel jeu en FPS, donc First Person Shooter, jeu de flingue, propulsa les compétitions e-sports en 1996? Oui, on peut passer à la réponse, évidemment, c'était le jeu Quake. Donc l'un des tout premiers first-person shooter, enfin pas vraiment, d'ailleurs il y a des débats sur ça, est-ce que c'est Wolfenstein, est-ce que c'est un autre jeu, je sais plus. Mais en tout cas, pour l'anecdote, sachez que le lead développeur de Quake, donc le développeur principal du jeu, il a offert en cash prize dans ce tournoi-là sa Ferrari 328 GTS. Donc pour 96, c'était déjà un cash prize pas dégueulasse, hein, tout de même. Voilà. Allez, on enchaîne question 4. Combien comptait-on de consommateurs et pratiquants d'e-sport en France en 2021? 9 400 000. Et donc plus précisément, c'est 5,2 millions uniquement de consommateurs, 2,6 millions de consommateurs et pratiquants, et 1,6 million de pratiquants uniquement. Voilà un peu pour faire l'espèce de déclinaison sur ces 9 400 000. Quel type de jeu e-sport est le plus populaire chez les viewers en France? J'ai oublié de le préciser. Eh bien, il s'agit des jeux de course arcade. En France en tout cas. Dans l'ordre, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 25% du grand public qui regarde donc des jeux de course arcade, 21% pour les jeux de tir, et 18%, il n'y est même pas dans la question, c'était les Battle Royale, donc comme Fortnite entre autres. Qui pour moi, je considérais ça comme des jeux de tir d'ailleurs, mais bon. Voilà, en tout cas, c'était le classement officiel. Combien de viewers dans le monde a réuni la dernière compétition de League of Legends lors des World Championships 2021? Là, on va parler de pic de spectateurs. On donne la réponse. Eh bien, c'était 4 millions. C'était pas tant. Enfin, pas tant. C'était déjà quand même assez huge en termes de pic de connexion. Je pense que les serveurs d'Amazon étaient un peu en sueur à ce moment-là, à mon avis. Mais voilà, en tout cas, 4 millions donc... de spectateurs à travers le monde pour cette dernière compétition de League of Legends. Et c'est avec cela que l'on va conclure. Pierre, Pedro Pégol, Pierre Fargeau, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé et merci à vous d'avoir été présents. On peut les applaudir d'ailleurs, merci.